Bonjour et merci de vous informer sur RTI 1. L'actualité de ce matin, c'est d'abord ce renforcement des capacités des acteurs nationaux de lutte contre le travail des enfants. En ligne de mire, l'élimination du travail des enfants et de la déforestation dans la cacaoculture. La première dame, Dominique Ouattara, a présidé ces travaux à Grand Bassam, nous rapporte Mahama Traoré. 67% du cacao ivoirien est exporté vers les pays de l'Union européenne et 14% vers les États-Unis d'Amérique. Ces pays consommateurs sont de plus en plus exigeants sur la qualité du circuit de production et de commercialisation des fèves. Il est même envisagé d'interdire sur leur marché tout produit issu de la déforestation et du travail forcé. De telles exigences interpellent les acteurs de la chaîne de valeur du cacao ivoirien. En réponse, ils décident de s'imprégner de la notion de durabilité sociale du cacao à travers cet atelier de formation organisé par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Cette lutte est d'autant plus cruciale aujourd'hui en tenant compte de nouvelles exigences de production durable du cacao, avec en toile de fond l'entrée en vigueur de la prochaine réglementation sur la déforestation importée. Nous avons aussi la norme AS1000 pour la cacaoculture durable et traçable, où l'entité reconnue doit mettre en place une politique en matière des droits de l'homme, de la sauvegarde de l'enfant. Nous aimerions qu'à l'issue de cet atelier, nous ayons une vision plus claire sur la façon de mettre en commun les efforts, de les discuter avec le secteur privé pour que, à la plus brève échéance possible, nous ayons un outil commun pour repérer, pour traiter et pour documenter tous les cas que nous pouvons trouver de travail des enfants dans ce secteur du cacao. Désormais, la lutte contre le travail des enfants ne se limite pas à une exigence éthique. Elle est également une condition sine qua non pour accéder à des marchés de plus en plus exigeants en matière de durabilité sociale. Outre le renforcement de capacités, cette session sera également le lieu d'actualiser la feuille de route des agents vérificateurs du travail des enfants dans la cacaoculture. Ce corps d'agents vérificateurs permet à la Côte d'Ivoire aujourd'hui d'institutionnaliser la lutte contre le travail des enfants à travers une approche pérenne et une surveillance permanente de proximité pour prévenir tout risque de travail des enfants dans les communautés productrices de cacao et d'orienter les victimes vers les dispositifs de prise en charge. Grâce aux efforts entrepris ces dernières années en Côte d'Ivoire sous l'impulsion de la première dame Dominique Ouattara, le taux de prévalence du travail des enfants dans la filière cacao a baissé de 32%. Et justement, la lutte contre la traite des enfants s'intensifie. Hier mardi 30 juillet, le monde entier a commémoré ce combat contre ce fléau de plus en plus grandissant. La Côte d'Ivoire s'est mobilisée à Dimbokro pour mettre en garde trafiquants d'enfants et autres passeurs d'enfants. C'était aussi l'occasion pour la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté d'appeler à la responsabilité de tous et à la synergie d'action. On en parle avec Michel Mambo Sogodogo. L'Eldorado, ce n'est pas forcément ailleurs. C'est en substance le message véhiculé ce 30 juillet 2024 lors de la 12e journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains ou encore traite des personnes. La ville de Dimbokro, où s'est tenue la célébration officielle, est désormais un des bastions de la lutte, car elle s'est vue installer à l'occasion une cellule locale du Comité national de lutte contre la traite des personnes. À sa tête, le préfet de région d'Unzi qui s'est dit résolument engagé. Nous nous engageons à œuvrer sans répit, d'arrache-pied, afin que ce combat contre la traite des personnes, que en réalité notre combat soit gagné et que la victoire pour un développement qualitatif de Dimbokro soit total et préservé. Engagement également réitéré par l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Ils se réjouissent de la franche collaboration avec le Comité national de lutte contre la traite des personnes et assurent de leur soutien au gouvernement.
La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté n'a pas manqué de rappeler les nombreuses actions entreprises par le gouvernement pour éradiquer le fléau. Miss Belmondo Dogo en appelle toutefois à la responsabilité de tous et à une synergie d'action. Vaillants parents, soyez vigilants et soyons vigilants. Et ne cédez à aucune offre douteuse ou forme d'escroquerie relative à l'éducation, à l'insertion professionnelle de vos enfants, car il reste le meilleur investissement de votre vie. Chers jeunes et enfants, ne laissez personne vous séduire ou vous tromper par les belles images et les contes de fées via les réseaux sociaux ou les médias sociaux. Notre beau pays est un Eldorado car il recèle en quantité des potentiels nécessaires à votre plein épanouissement. Cette 12e commémoration de la journée de lutte contre la traite des personnes a démarré le 22 juillet dernier. Elle a été marquée, entre autres, tout au long de la semaine, par des campagnes d'information et de sensibilisation, notamment à travers des panels et une caravane. Bientôt les échéances électorales. La CEI, la Commission électorale indépendante, multiplie les séances de sensibilisation sur ce processus. Hier, ce sont les gendarmes, garants de la sécurité des élections, que le président Ibrahim Kuibier Koulibaly et ses collaborateurs ont entretenu. Sidonie Davila nous en parle. Ils sont chargés de la sécurité publique et veillent au bon déroulement des scrutins sur les lieux de vote. Ce mardi, les élèves gendarmes ainsi que leurs encadreurs mobilisés ont été instruits sur l'élection par Ibrahim Koulibaly Kuibier, le président de la CEI. Celui qui sait la règle détermine le contexte d'application de la règle. Eux, ils veillent par devoir à l'application de la loi. Et ce faisant, quand ils sont pénétrés des éléments constitutifs de la loi, ils appliquent mieux, ils déterminent son contexte pour assurer un bon maintien de l'ordre public. Et je parle satisfait de ces échanges-là. Débutée le 12 juin dernier, la campagne civique et électorale s'est achevée avec cette étape à l'école de gendarmerie. Et le bilan est plus que satisfaisant pour la CEI. Il fallait apporter la matière électorale à nos concitoyens pour qu'ils soient nombreux à s'inscrire sur la liste électorale, à le fait de choisir sereinement les candidats qui feront acte de candidature. Nous avons donc décidé de venir auprès de la population. Nous avons commencé par certaines institutions et puis ceux qui sont en charge de veiller à l'application de la loi. Ils nous ont montré qu'ils avaient soif de comprendre les règles qui encadrent l'élection et ce faisant, ils vont eux-mêmes, dans l'application, déterminer le contexte qui puisse atteindre le maintien de l'ordre public. Nous osons espérer que la population va suivre quant à l'inscription sur la liste électorale pour qu'au soir du 25 octobre 2025, on ait des élections apaisées. En vue de renforcer l'engagement citoyen à travers tout le pays, la sensibilisation de la CEI s'est déroulée de manière éclatée avec les différents commissaires dans les régions. Pendant près de 2 mois, cette initiative a touché de nombreuses couches sociales. Venons-en à présent au dossier EcoPlus de ce journal, un dossier consacré au 4e pont d'Abidjan, un ensemble d'infrastructures autoroutières qui relie les communes de Yopougon et Plateau Ouadjamé via la lagune Ébrié à Atekoubé. L'ouvrage est réalisé dans le cadre du PTUA, le projet de transport urbain. Ses objectifs, servir d'alternative à la voie express Yopougon-Adjamé, souvent théâtre de carambolage et autres accidents de la circulation, rendant bien sûr difficile la circulation sur cette voie, mais aussi renforcer la mobilité urbaine et améliorer les conditions de vie des populations, notamment celles vivant à Yopougon. 2 mois après l'ouverture du 4e pont, ces objectifs sont-ils atteints? N'y a-t-il plus d'embouteillage sur l'autoroute Adjamé-Yopougon? Élément de réponse dans ce dossier. Suivez. Autoroute du Nord, tranche Yopougon-Adjamé. Les usagers s'activent
Pas d'accident de la circulation, pas d'embouteillage non plus. En cette matinée, seulement quelques ralentissements par endroits. Une fluidité routière depuis l'ouverture du 4e pont à la circulation. Avant l'ouverture du 4e pont, c'était pire. Mais avec l'ouverture du 4e pont, je pense que c'est un peu relax ici. Quand tu sors le matin, en 15-20 minutes, tu es déjà au service. Avant, je quittais à 5h du matin, 5h30 à Dabou, pour arriver à 8h, 9h. Mais aujourd'hui, 7h jusqu'à 8h, je suis au niveau d'Angré. Avec l'ouverture du 4e pont, vraiment, on n'a même pas de difficultés. Je remercie Monsieur le Président, vraiment l'effort qu'il a fait pour nous. Plus de réveil nocturne, plus de temps à perdre pour les usagers de l'autoroute du Nord. Désormais, ponctualité au travail ou au rendez-vous. Précurseur de ces avantages, le 4e pont. Ce chef-d'œuvre architectural au-dessus de la lagune ébriée dans la commune d'Atekoubé. C'est le maillon essentiel d'un ensemble d'infrastructures autoroutières liant déjà la commune de Yopougon à celle du plateau et Adjamé. Un projet qui fait autour de 7 km 2, qui part depuis les sapeurs-pompiers de l'Indénié et qui finit d'abord dans un premier temps après le 16e, avec chaque fois des échangeurs qui permettent d'enjamber ces voies qui rentrent sur Yopougon. Avec l'insertion du BRT, on a dû scinder le projet en 2 phases. La première phase, c'est celle qui est achevée aujourd'hui, qui fait environ 6 km depuis Yopougon jusqu'au niveau de la mairie d'Adjamé. 112 milliards de francs CFA investis exclusivement dans l'ouvrage sur financement de la BAD. Et les retombées sont multiples: mobilité urbaine, économie de temps, d'énergie et de carburant. De réels avantages pour l'économie nationale, pour les usagers de la voie express Yopougon-Adjamé et surtout ceux du 4e pont d'Abidjan. Avant ça, je faisais 45 minutes d'ici plateau. Mais aujourd'hui, je fais 7 minutes de ma maison au plateau, à mon lieu de service. Je gagne en temps, je gagne en carburant. Ça soulage énormément parce qu'on a connu tous les embouteillages. Tous ceux qui viennent de Yopougon, ils ne pourront pas dire le contraire. C'est vraiment une bouffée d'oxygène pour nous. On va plus tranquillement, on est moins stressé, on a moins d'embouteillages maintenant. Vraiment, ça fait plaisir. Pas que facteur de croissance économique, le 4e pont impacte même à la vie sociale des populations. L'avantage, c'est que vous avez le temps de voir les enfants, de voir la famille. Et le carburant, c'est impec. Plus d'embouteillage, on gagne en tout, j'allais dire. Amélioration des conditions de vie des populations, renforcement de la mobilité urbaine. Le 4e pont en passe d'atteindre ses objectifs, autant que le désengorgement de la voie express Yopougon-Adjamé. Au moins 33 000 véhicules détournés chaque jour vers le 4e pont d'Abidjan. On compte à plus de 100 000 véhicules le jour qui empruntent dans la voie express de Yopougon. On estimait ici à plus de 52 000 véhicules le jour qui devaient emprunter ce axe. Le 4e pont est un projet pour pouvoir donner une alternative donc à toutes ces populations de Yopougon. Pour la plénitude de ses capacités d'absorption du trop-plein du trafic de la voie express Adjamé-Yopougon, encore à réaliser 2 sections du 4e pont. La tranche 16e arrondissement, route de Dabou dans la commune de Yopougon et celle d'Adjamé village entre la mairie d'Adjamé et le carrefour Indénié. Déjà bouclé ici, études et financement. 60 milliards de francs CFA. En termes de chronogramme, si on fait l'attribution, la réception des offres, l'analyse et tout, on doit pouvoir démarrer ce projet avant la fin de cette année de 2024, démarrer au moins le cours des travaux pour une période au minimum de 2 ans. La 3e phase, qui est celle que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, elle doit nous permettre à terme de pouvoir donc continuer le projet et nous raccorder à la route de Dabou en intégrant également le BRT, de telle sorte que quelqu'un qui vient de Dabou ou bien qui vient de Cocody vraiment puisse circuler de part et d'autre, vraiment en espace de 10 minutes, la personne a fini de faire son parcours. Il intègre le BRT, bus rapide transit, le 4e pont, un ouvrage à impact réel sur la mobilité urbaine et les conditions de vie des populations. Des avantages bien plus importants que le coût du péage reste donc la fin du projet pour densifier le trafic via le 4e pont. Un mot des Jeux Olympiques à Paris 2024. Début difficile pour la Côte d'Ivoire. Les 3 premières sorties ivoiriennes pas concluantes. Maxine Isabelle Esteban, Jérémy Fafa et Zouléï Daboné sont tous passés à la trappe. Pour autant,
L'espoir est encore permis avec les sportifs ivoiriens engagés cette fois en athlétisme et au taekwondo. Mouyabi Diabaté et Aude Alegbe de RTI Sport. 72 heures après l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, la Côte d'Ivoire attend toujours son premier exploit. En judo, il n'y a pas eu de miracle pour Zouleila Daboné. L'Ivoirienne engagée chez les moins de 57 kilos a été éliminée en 16e de finale par l'Ouzbek Choukourane Aminova après 3 minutes 27 secondes de combat. Je ne voulais pas prendre vraiment trop de risques, donc il fallait vraiment prendre contact avec l'adversaire tout et tout. Je prends un shido qui fait que je perds le combat brusquement. Seulement ça j'arrive pas à expliquer. Pour ses premiers Jeux olympiques, le fleurettiste ivoirien Jérémy Fafa s'est incliné face à l'Américain Alexander Massiala 15-3. Grosse déception parce qu'il n'a jamais réussi à rentrer dans le match comme il fallait. Au début du match et jusqu'à la première partie du match, il n'arrivait pas à trouver la cible. Plusieurs fois, il fait les bonnes actions, mais il ne touche pas, tout simplement. En escrime, quand on ne touche pas, ça ne marche pas, tout simplement. La fleurettiste ivoirienne Isabelle Esteban a également perdu d'entrée devant la Française Pauline Ranvier au stade des 16e de finale. Après ces 3 premières défaites, tous les espoirs de médailles sont désormais tournés vers le taekwondo et l'athlétisme qui feront leur entrée en lice dès le vendredi 2 août 2024. L'actualité internationale nous conduit au Moyen-Orient, précisément en Iran, où le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, vient d'être tué dans une frappe israélienne sur Téhéran, selon le mouvement islamiste. En Afrique, conflit M23 RDC, nouveau cessez-le-feu à partir du dimanche 4 août 2024, annonce faite par la présidence angolaise à l'issue de la 2e réunion Rwanda-RDC dans le cadre du processus de Luanda. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous de l'information, 10 h. Très bonne journée et surtout, très bonne fin de mois de juillet à vous tous sur RTI 1.